Bonjour et merci pour cette introduction, hein. Bonjour à tous et bienvenue, comme il a dit mon collègue, à la journée du cloud de 2024. C'est un plaisir de vous avoir aujourd'hui pour discuter des dernières tendances et innovations dans le domaine du cloud computing. Je sais que nous avons une journée passionnante remplie de présentations, discussions et j'espère surtout d'opportunités aussi de réseautage. Donc, merci à vous de vous joindre à nous, à moi et particulièrement à ma session pour cet événement que je dirais, je trouve exceptionnel sur le continent africain et particulièrement en Afrique de l'Ouest. Donc, comme il a dit en entrée, moi, je m'appelle Boris Wilfried Nias. Donc, voilà, je vais vous parler de cette session intitulée Optimisation et contrôle des coûts sur Google Cloud, expérience et stratégie. Nous allons plonger dans certaines pratiques et stratégies que je dirais éprouvées, mais surtout simples pour gérer et optimiser vos coûts sur Google Cloud. Et les stratégies pourraient s'appliquer sur d'autres cloud providers, mais on mettra l'accent sur Google Cloud. Okay, nous allons aussi explorer des exemples concrets. J'essaierai humblement de vous partager des expériences tirées tout simplement du vécu. Okay. Donc, avant de plonger dans la session et le vif du sujet, permettez-moi de vous donner un aperçu des objectifs de la session. Nous allons, je dirais essentiellement, aborder 4 points principaux qui vous aideront à mieux comprendre et gérer vos coûts sur Google Cloud, mais aussi, peu importe votre background, que vous soyez technique ou non technique, que vous soyez un expert ou tout simplement un novice dans le monde du cloud, du public cloud, du private cloud, je pense qu'on pourra couvrir certains éléments que vous pourrez mettre dans votre background plus tard. Donc, tout d'abord, je dirais identifier les défis de gestion de coûts. Nous allons comprendre les principaux défis liés à la gestion des coûts, tels que la surconsommation, la mauvaise allocation des ressources. Il est crucial de savoir exactement comment est-ce qu'on veut allouer nos coûts sur Google Cloud. Parce qu'on sait que forcément, une inefficacité pourra entraîner des problèmes et il faudra potentiellement les corriger. Ensuite, on essaiera de regarder ensemble les outils et techniques d'optimisation. Nous découvrirons particulièrement les outils natifs de Google Cloud et quelques techniques d'optimisation comme le right sizing des ressources. Je vous inviterai aussi à explorer avec moi l'importance, on en parle depuis quelques années, l'importance de la gouvernance des coûts et surfer, je dirais le mot surfer sur la culture FinOps pour une gestion proactive et surtout collaborative. Et comme je disais un peu en introduction, je vais essayer d'être très humble dessus parce que je sais que chacun a un peu son expérience, son background, mais je vais m'inspirer d'exemples concrets et des fois spécifiques que mes équipes font au day-to-day quand on travaille ensemble. Mais aussi, je vais essayer de ne pas rentrer dans tout ce qui pourrait être notamment confidentiel ou sur NDA, comme je disais en introduction, en essayant d'avoir un discours qui n'est pas forcément très technique et qui s'adresse à tout type d'audience. Okay? Donc, je vais prendre un petit moment avant de dérouler tout ça. On a dit en introduction Boris Wilfried. Permettez-moi de vous donner un léger aperçu de mon expérience pour, je dirais, un peu apporter un peu de crédibilité à ce que je vais vous dire tantôt. Okay? Donc, pour ma part, je suis membre du programme Google Developer Expert dans la catégorie des développements d'applications cross-platform chez Google, notamment tout ce qui touche les technologies Dart et Flutter. Ça me permet tout simplement de rester à la pointe de la technologie et de partager mes connaissances avec la communauté. Actuellement, bon, vis-à-vis de la time zone, moi, je suis au Canada, donc je suis directeur du département logiciel chez Data Valley. Data Valley qui étant un partenaire des boîtes comme TELUS, Bell au Canada et aux États-Unis. Pour vous donner une brève idée de ce qu'on fait au day-to-day, on fournit notamment le workflow d'accès au Wi-Fi public
dans les enceintes, par exemple, tous les McDonald's au Canada, les aéroports au Canada. Ça, c'est juste un exemple. Donc au day-to-day, moi, je pilote des équipes software, notamment des DevOps, des data engineers. Et la particularité, c'est que toute l'infrastructure sur laquelle on déploie le SaaS est déployée sur Google Cloud, faisant de nous l'un des plus importants clients Google au Canada et notamment à Montréal. Troisième point, toujours vis-à-vis de Google, je suis cofondateur de StackLab en Europe, au Canada, où on pilotait finalement en fait les activités pour accompagner les clients dans leur bascule on-prem sur Google Cloud et en particulier des déploiements en Amérique du Nord. Donc StackLab, Google Cloud Partner, rayonne dans le monde et comme je disais notamment en Europe et au Canada. Donc j'ai passé, on va dire, 5 ans, les 6 dernières années à essentiellement aider des grands customers à migrer ou à tirer profit tout simplement de Google Cloud. Okay? Et vis-à-vis de ce talk qu'on a ensemble, voilà, c'est une de mes activités que j'essaie de faire avec passion, c'est-à-dire partager, voilà, on va dire la connaissance, parce que je pense que ce qu'on connaît, quand on le partage, ça enrichit la communauté. Donc voilà, je donne des conférences comme ça pour un peu aider et aussi former certains clients qui demandent que ce soit moi ou mes équipes. Donc n'hésitez pas, que ce soit maintenant ou à la fin, on garde contact sur les réseaux et notamment vous pouvez scanner ce QR code pour me suivre sur LinkedIn. OK? Donc, entrons dans le vif du sujet et l'un des points clés de notre session, on va s'attaquer directement à l'identification des défis sur Google Cloud. La surconsommation, autant pour moi. La surconsommation est un défi majeur dans la gestion des coûts. Souvent pour éviter les interruptions du service, les entreprises ont tendance à, on va dire, surprovisionner les ressources. Cela signifie quoi? Cela signifie qu'elles allouent plus de ressources que nécessaire. Ça arrive constamment. Ce qui va conduire à une utilisation excessive et inutile des ressources. Okay? Par exemple, je sais que mes équipes, nous avons constaté pendant certaines revues, tout simplement des machines virtuelles ou des disques persistants qui restaient actifs sans être utilisés. Donc là, on aura forcément des pics de consommation. Il est crucial de bien dimensionner les ressources en fonction des besoins réels. C'est clair, une mauvaise allocation des ressources peut entraîner des coûts supplémentaires et une sous-utilisation des ressources. On a une surconsommation d'un côté, on peut avoir la mauvaise allocation de l'autre côté. Donc cela va signifier quoi? Cela signifie qu'on paye pour des capacités qu'on n'utilise pas, tout simplement. Donc, encore une fois de plus, des revues, on travaille en équipe, on le verra dans la présentation. Nous avons identifié, d'un côté, on a identifié qu'on avait des VM, on va dire, en surconsommation. On a une mauvaise allocation de notre côté. Pareil pour des VM, des ressources. Et on identifie que les coûts, ils sont en train de grossir et on perd un peu le contrôle. Les coûts grossissent, ça sous-entend tout simplement aussi des coûts imprévus. Les coûts imprévus, pareil, ils peuvent survenir par rapport à une mauvaise allocation et surconsommation. Mais ici, ça peut aussi survenir tout simplement parce qu'on se retrouve avec des pics d'utilisation non planifiés. Okay? On a un SaaS, par exemple, qui est déployé. On s'attend, on va dire, à par exemple, je vais prendre un chiffre, 90% d'utilisation ou du déploiement de notre application. Et pour un imprévu arrive et on attend les 100%. Okay? Donc, ces coûts peuvent rapidement s'accumuler et dépasser à ce niveau-là les budgets. Okay? On a des budgets qui sont alloués pour contrôler nos coûts et là, on se retrouve à dépasser les budgets. Donc, il va être essentiel pour nous de surveiller en continu les dépenses et de configurer, on verra par la suite, des stratégies, des techniques. On pourra parler des alertes et j'en passe et on le verra par la suite. Okay? La visibilité. Suivre et analyser nos dépenses en temps réel. Voilà, j'utilise vraiment le mot temps réel, même si ce n'est pas toujours évident. En temps réel, ça peut être difficile si on n'a pas des outils appropriés. Okay? On se retrouve à déployer des applications qui ne sont plus juste régionales, qui sont internationales. On ne peut pas se permettre de ne pas maîtriser les coûts et on ne peut pas se permettre de ne pas avoir une visibilité.
Le manque de visibilité va rendre la gestion proactive des coûts compliquée. Okay? Donc, on verra par la suite des dashboards, des rapports vont être essentiels pour obtenir ce que je dirais une vue d'ensemble des dépenses et potentiellement identifier des opportunités d'optimisation. Donc voilà 4 défis. Hein. La liste n'est pas exhaustive, mais si on se place un peu dans un, peu importe le type d'entreprise, start-up, SMB ou grand compte, on va se retrouver chaque fois un peu en train de pivoter, de tourner autour de ces 4 défis pour optimiser nos coûts. OK? Alors, quelle stratégie? J'aurais pu nommer le titre « Quelle stratégie simple pour surmonter les défis ?» Je suis sûr que quand on regarde ces défis, on peut en avoir plein d'idées. Restons sur une approche très simple et même, je dirais, top-down. OK? Les dashboards vont être essentiels. On n'apprend plus rien en 2024. Les dashboards vont être essentiels pour une surveillance, je dirais, proactive des coûts. Ils vont nous permettre de visualiser la consommation, regarder plus ou moins en temps réel ce qui se passe et identifier rapidement, en fonction de notre expertise, si on est capable de tirer, on dit en anglais, de meaningful insight, des informations rapides, d'identifier potentiellement des anomalies. OK? Les revues mensuelles des coûts sont cruciales. J'utilise le mot mensuel, vous pouvez descendre jusqu'au hebdomadaire, journalier. Je vais rester humble en disant que les revues mensuelles des coûts vont être cruciales. Donc, moi, je vais appeler le point 2 une analyse régulière des coûts. Hein, on va analyser nos dépenses, identifier les tendances. Sur ce point 2, par exemple, si je jump un peu dans des exemples concrets, il y a quelques semaines encore, une revue mensuelle avec mes équipes nous ont permis d'identifier des pics au niveau de notre data warehouse, BigQuery, et de se dire, ben, en fait, il faut qu'on adapte quelque chose dans la roadmap technique. Okay? En troisième point, une stratégie simple, efficace, et on n'en parle plus, on est dans le monde aujourd'hui, on va dire data, big data, tout est data. Il faudra avoir forcément une politique de rétention des données. Définir des politiques de rétention des données reste crucial pour réduire les coûts, et je mets entre guillemets les coûts de stockage. Parce qu'il va être important pour une entreprise, peu importe la taille, de déterminer quelles données conserver. Okay, on est dans un monde aujourd'hui, on dit la donnée importante, mais on oublie peut-être de dire quelles données importantes à conserver et lesquelles archiver / supprimer. Et en quatrième point, comme tout le monde, une famille, un compte personnel, l'entreprise n'échappe pas, même si on a des budgets illimités, l'entreprise n'échappe pas. Il faudra établir des budgets pour des projets, définir des quotas pour les environnements de développement, environnement de test, et configurer en fonction, encore une fois de plus, de l'expertise, de la maturité, des alertes pour prévenir des dépassements. Donc, je reste humble en disant des stratégies, mais des stratégies simples, et la liste n'est pas exhaustive. Regardons ces 4 stratégies et disons, nous, on a ces défis. Comment est-ce que ces stratégies peuvent nous aider à surmonter ces défis? Je vous en donne 4, tirés du vécu et de l'expérience. Des outils natifs de Google Cloud vont nous permettre je dirais, d'implémenter ces stratégies. Okay? Premier, que je trouve crucial et important, peu importe la maturité d'une équipe dans le cloud et notamment sur Google Cloud, le Pricing Calculator. Lui va être un élément essentiel pour estimer les coûts avant de déployer les ressources. On va sur le Pricing Calculator, on fait une estimation des coûts, on sélectionne des services, on fait un paramétrage. Cela aide à prévoir les dépenses et à ajuster les configurations pour optimiser les coûts. Okay, par exemple, encore quelques semaines, on avait des déploiements à faire, on avait un parc de VM à déployer, et si je ne me trompe même pas, c'était 10 VM dans la région de Montréal. On définit le stockage, on définit le trafic par mois, et à partir de là, on a une estimation de coût qui peut être validée et on ne sera pas surpris par la facture à la fin du mois. D'autres outils, hein, c'est comme tout produit, on va dire SaaS aujourd'hui, c'est très important d'avoir une vision, ce que j'appelais les rapports de facturation. On n'a pas besoin d'être financier, on n'a pas besoin d'être un expert en finance, on reste des techs, moi je suis un tech, mais c'est important d'avoir cette sensibilité à dire, OK, je regarde
le coût et j'analyse ce qui se passe. Donc, la visibilité des coûts et les tendances d'utilisation reste cruciale pour ce que j'appellerais une gestion efficace de nos dépenses. Okay? Notamment sur Google Cloud, donc ces rapports vont vous permettre de visualiser les coûts par projet, par service, et on verra un peu plus tard dans la présentation, par région. Cela va aider à identifier les dépenses et la consommation par région. Ensuite, il sera essentiel aussi de construire vos propres dashboards, d'avoir votre suivi personnel, okay, de ne pas juste tomber dans ce que j'appellerais une consommation des outils qui sont fournis. On a des outils chez Google Cloud qui vont vous fournir et vous permettre, comme je disais tantôt, de regarder votre consommation par produit, par service, par région. Okay? Mais aussi d'avoir une approche qui se dit, OK, en fonction de ces dashboards-là, quel autre dashboard je pourrais notamment construire à des besoins, afin de, je dirais, d'être un peu plus spécifique. Okay? Donc, on s'appuie sur ce que Google construit, on fait, comme je dirais, une rétrospective, qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qui nous manque, et on construit d'autres dashboards. Regardons ensemble des techniques d'optimisation. Faisons un petit parcours pour voir les techniques d'optimisation dans le but de contrôler nos coûts. J'ai parlé en intro un peu du right sizing. Le right sizing, voilà, son nom est assez explicite. Hein. Il va être crucial pour éviter tout simplement la surprovision des ressources. On va ajuster la taille des ressources pour correspondre aux besoins réels. Nous pouvons réduire les coûts en allouant uniquement les ressources, je dirais, nécessaires. Okay? Ce qui signifie que moi, quand je regarde mes factures, quand je regarde les équipes, quand je challenge mes DevOps, mes data engineers, je m'assure que je paye pour ce qu'on a exactement besoin. Ça semble très évident, on parle, ça a du sens. Maintenant, il faut le faire en pratique. Je prends l'exemple de Kubernetes, hein, qu'on utilise intensivement. On s'appuie sur des métriques qui sont fournies, CPU, memory, on n'invente pas. On peut avoir plein de dashboards. Et ça, c'est quelque chose que nous, on fait aujourd'hui, on a essayé d'aller vers la simplicité. Il y a des métriques de CPU, de mémoire. On regarde et on a souvent un benchmark qui dit tout ce qui est en dessous de 50%, comment est-ce qu'on peut l'optimiser. On s'appuie aussi sur les best practices. Et là, je vous ai mis une best pratique tirée directement de Google. Donc, le right sizing des ressources va être très important. L'utilisation des CUD. Les CUD, ça reste des techniques qui disent, en fait, on a un engagement à faire, on se lance sur utiliser le cloud public ou peut-être un cloud privé, mais en fait, tout ce qu'on dit, c'est on ne commence pas un projet pour 1 mois, 2 mois, on commence un projet pour qu'il s'inscrive dans la durée, long terme. Donc, on s'assoit et on réfléchit en disant, est-ce que c'est 1 an, est-ce que c'est 3 ans qu'on peut, on va dire, forecaster. Hein? Et en faisant ça, on fait un commit, on s'engage. Et en s'engageant, forcément, on commence à jouer avec des techniques d'optimisation qui disent, par exemple, sur 1 an, on peut vous faire un discount de 25%, sur 3 ans, on peut vous faire un discount de 50%. Donc, ne pas être ce que je dirais timide. Et ça, c'est quelque chose, en tout cas moi, en tant que decision taker, je suis obligé de m'assurer que je fais des commits qui nous permettent d'avoir un retour significatif. Donc, on parle là de Commit Use Discount ou CUD. J'ai parlé tantôt de la mise en place des quotas et des alertes. Comment on le fait? OK, c'est bien beau, OK, on a un budget. Le quota, encore, je reviens à ce que je disais tantôt. Le quota, c'est tout simplement de dire, par exemple, OK, on a des environnements de tests, de développement. On ne voudrait pas, par exemple, les développeurs ou n'importe quel admin s'amuse à déployer, disons, un chiffre comme ça, 50 VM. Non, on va limiter, par exemple, à 10 VM. OK? Donc, c'est important de mettre cela en place. Donc, ça, c'est une technique que nous, on utilise intensivement. Moi, j'utilise intensivement. Je regarde que les équipes soient vraiment à jour dessus. Et même les alertes, par exemple, là, ce que je vous montre, des alertes qui sont déployées avec infrastructure as code, Terraform, c'est-à-dire lorsque on fait une revue à la fin du mois et on se rend compte qu'il y a une alerte, par exemple, qui peut être très polluante, c'est-à-dire on reçoit trop de spam, ou elle n'est pas efficace, ne pas avoir peur de le modifier, de l'enlever de la liste des alertes. On parle data, on parle data warehouse, hein, on parle même AI aujourd'hui intensivement. OK, BigQuery étant le number one en termes de data warehouse sur Google Cloud, donc utilisé intensivement pour la manipulation des données. Il y a un élément qu'on semble beaucoup ignorer. Qui dit performance va aussi dire utilisation des coûts. Donc,
Les data engineers aujourd'hui, l'un des gros challenges qu'ils ont, ce n'est pas de faire des requêtes, ce n'est pas de juste manipuler les données. Ça, on sait le faire. Et plus de techniques arrivent, on sait le faire. Ce qu'on essaie de faire, c'est d'être efficient. Que je fasse une requête qui n'utilise pas, voilà, en gros, qui ne brûle pas le budget de mon entreprise. Ce que vous voyez là, par exemple, dans le screen, c'est qu'à chaque requête, on peut avoir une estimation du nombre on va dire, l'empreinte mémoire que la requête va avoir. Donc, ce qu'on demande aux équipes data engineering, là, maintenant, c'est de s'assurer qu'on écrive la requête la plus efficiente, la plus performante, certes, mais surtout la plus efficiente en termes de coût, parce que derrière, la facture serait salée. Donc là, les techniques sont là, on fait confiance au data engineering, et nous, encore, c'est un exemple simple et précis pour vous. On avait une requête qui traitait, on va dire, 1 Tera de données. Une optimisation nous a permis de juste en traiter 200 gigas. On a optimisé 80% sur un traitement spécifique dans notre data warehouse. J'ai parlé de la politique de rétention et d'archivage en termes de stratégie. Faudrait optimiser, je dirais, c'est crucial pour réduire les coûts de stockage. Il faut savoir qu'est-ce qu'on garde, il faut savoir qu'est-ce qu'on conserve, qu'est-ce qu'on archive. Donc, on va s'appuyer sur ce que Google fournit en termes de, on va dire, de classes d'archivage, que ce soit standard, que ce soit near-time ou tout simplement les archiver. Et on les mixe avec notre approche de requêtage BigQuery ou Data Warehouse ou Bigtable, peu importe la base de données, en se disant toutes les données ne sont pas dans les bases de données, elles peuvent être dans des stockages froids. Donc, on s'assure chaque jour, en fait, à mettre en place des politiques et c'est quelque chose que nous, on fait. Et on va un peu plus loin parce qu'on s'assure aussi de la région. Vous voyez ici, North America, US, de se dire, OK, mais dans quelle région, en fait, on va le mettre? Parce qu'en fonction d'une région à l'autre, en fonction d'où se trouvent nos clients, les prix vont être différents. Okay. Donc, j'ai mis ici en rouge quelques techniques, comme je disais en entrée de jeu. On a quelques défis. C'est sûr qu'on pourra en lister plusieurs. Moi, je prends ce que j'appellerais aujourd'hui les top 5. Et en face de ces défis-là, je vous présente quelques techniques d'optimisation des coûts. Donc, si je résume brièvement, right-sizer vos ressources pour être sûr de ne pas avoir des surconsommations inutiles. S'assurer qu'on peut collaborer avec notre cloud provider, ici en l'occurrence Google Cloud, et avoir une vision à long terme. Est-ce que c'est 1 an? Est-ce que c'est 5 ans? Est-ce que c'est 3 ans? Parce qu'en faisant ça, on va avoir des discounts. La mise en place des quotas, regarder, parce qu'on parle des données, comment est-ce qu'on fait le requêtage de nos données, qu'est-ce qu'on peut optimiser, et surtout se mettre d'accord en termes d'entreprise sur nos politiques de rétention de données. Culture FinOps. On va dire ça fait 10 ans, un peu aujourd'hui, 10 ans que c'est bien inscrit on va dire, dans les stratégies. Les implémentations restent encore un peu plus timides. Adopter la culture FinOps au sein de votre entreprise, de votre organisation, de vos équipes reste crucial. Essentiel pour maximiser ce que moi je vais appeler la valeur commerciale du cloud. La valeur commerciale du cloud. La culture va favoriser la collaboration et les responsabilités, la sensibilité des équipes. Okay? Donc, rendre les coûts visibles et compréhensible par toutes les parties, qu'on soit des finances, qu'on soit un tech, qu'on soit un simple développeur, est crucial pour faciliter la gestion et l'optimisation des dépenses. Moi, je parle de transparence. Okay? Et quand je parle de sensibilisation, peu importe qu'on soit dans le VS Code, qu'on soit dans notre ID, JetBrains, qu'on soit juste en ligne de commande, qu'on soit en train de balancer notre commande pour strapper un container déployé sur Kubernetes, on doit être conscient, en fait, que derrière, c'est quoi le coût, c'est quoi l'impact financier pour l'entreprise. Donc, transparence des coûts et sensibilisation au coût. L'alignement organisationnel, parce que l'entreprise, peu importe votre type d'entreprise, qu'elle soit très hiérarchique, qu'elle soit bottom-up, qu'elle soit top-down, l'alignement organisationnel permet de rassembler autour de la table plusieurs parties prenantes de l'entreprise. Moi, j'ai une collaboration très étroite avec le CEO d'entreprise qui est vraiment très sensible à dire combien est-ce qu'on dépense sur Google Cloud. Je comprends ce qu'on déploie, mais moi, j'aimerais avoir une vision très technique. Pareil pour les équipes business, les équipes sales, parce que ça les permet, entre autres, de
pricer, d'avoir une vision claire de comment est-ce qu'on vend notre produit. Si ce n'est pas transparent et clair pour eux, on peut se retrouver à avoir une offre où finalement on est perdant. Donc la technologie, le business, les finances, les achats, tous autour doivent avoir un alignement organisationnel qui permet de dire, lorsqu'on prend des décisions, parce qu'on veut prendre des décisions, là on est en train de parler d'optimisation des coûts, ce n'est pas juste une affaire de technique, des développeurs, des techos, c'est une affaire de toutes les parties prenantes. La collaboration ici, je parle d'alignement organisationnel, on pourrait se dire, mais ok, tu as déjà parlé de collaboration, Boris. Ici, quand je parle de collaboration, je vais être un peu plus dans une approche externe. Travailler en étroite collaboration avec les équipes professionnelles de votre cloud provider. Le cloud provider, certes, son objectif, on va dire, c'est de faire un peu plus de cash, mais avant de faire un peu plus de cash, pour être très transparent, on est dans un monde aujourd'hui très, très capitaliste, c'est de garder son client à long terme. Et on va donc comprendre, si on met ça en tête, on dit, OK, c'est quoi notre relation win-win? Moi, ce que je fais, ce qu'on fait, ce que Data Valley ont fait et ce que j'ai pu faire dans le passé, c'est de m'asseoir avec les équipes PSO, dans les Professional Service Organization de Google Cloud, pour dire, je m'inscris dans du long terme, je m'inscris dans la durée, je m'inscris dans 5 ans, je m'inscris dans 10 ans. C'est peut-être un gros chiffre, mais au minimum 3-5 ans. Et on va chercher des discounts à 20%, 25%. Et ça s'appliquerait très bien dans notre écosystème africain où on est encore en train de démarrer. On va dire un démarrage peut-être lent, mais certain et confiant. Donc, on s'inscrit dans la durée. On n'est pas en train de faire pour dire on va abandonner dans un mois la technologie. On s'inscrit dans la durée. Donc, ce serait une technique, à mon sens, gagnante-gagnante. Utiliser les outils de prévision, de visibilité des coûts va être essentiel pour anticiper les dépenses. On en a parlé. Donc, la culture FinOps, c'est un peu ces 5 éléments-là pour moi. Ce n'est pas juste de dire sur le CV, je suis un FinOps. C'est un mindset, c'est un état d'esprit. Savoir collaborer avec les autres parties prenantes, savoir challenger notre fournisseur, avoir une attitude de transparence, être sensibilisé si je suis un développeur et se dire, OK, je vais essayer d'avoir une vision prédictive et une visibilité sur les coûts, peu importe mon background, peu importe si je suis juste un développeur, peu importe si je suis juste un architecte. Quand je mets juste, c'est une façon de dire, en fait, on a une approche humble parce qu'il y a plusieurs parties prenantes qui contribuent à ça. Dans le concret, ça sous-entend quoi? Je vous partage ici un outil, c'est baptisé le FinOps Hub. Hein, c'est un outil, parmi tant d'autres, je dirais puissant dans le sens où il nous fournit des recommandations intelligentes pour ajuster les ressources. Tout ce que j'ai parlé tantôt d'optimisation, de stratégie, de technique, ça peut être après difficile de s'asseoir et dire qu'est-ce qu'on fait concrètement. Parce qu'il faut call to action, execution. Donc, réduire le gaspillage, maximiser les économies grâce au CUD. Donc, l'outil va nous permettre d'avoir ces recommandations comme vous voyez là. Donc, les recommandations vont être claires. Vous pouvez sauver un certain nombre de données si vous faites telle action. Ça ne veut pas dire on va cliquer, mais au moins on a un input qui nous permet de prendre des décisions. Ça s'inscrit dans la transparence. Moi, je n'attends pas qu'un data engineer va dans son coin, comme on dit, tête baissée, vienne avec une décision qu'on ne comprend pas. Non, on a des choix qui peuvent être compris par toutes les parties prenantes. L'exécution vient après. Donc, quand on adopte la culture FinOps sur Google Cloud, notamment, dans ce que je vous montre là, c'est tiré des métriques réelles hein, qui datent de juin dans notre organisation. Vous voyez qu'on peut sauver potentiellement presque 6 000 $ en faisant des actions concrètes et rapides. Ce n'est pas juste du fait. Pour optimiser votre suivi de coûts, vous devez prendre le temps, comme je disais tantôt, de comprendre votre cloud provider, qu'est-ce qu'il fournit, ne pas tomber dans une consommation naïve et biaisée. Nous, on a pris du temps, nous avons pris du temps pour construire nos propres dashboards personnalisés, ici notamment avec Looker Studio. Avant de commencer, il est nécessaire, si on parle un peu technique, pratique, de décider d'exporter les données de facturation dans votre data warehouse, ici chez nous, c'est dans BigQuery, et ensuite s'appuyer au-dessus pour construire nos propres métriques. Pourquoi? Parce que nos propres métriques, vos propres métriques seront souvent tirées de votre business model. Que vous travaillez dans, on va dire, le télécom, dans le healthcare, dans l'armée, dans les assurances, il y a des métriques qui seront plus pertinentes pour vous. Donc, c'est important de ne pas juste s'appuyer sur ce que le cloud provider vous donne.
Mais en nous inspirant des recommandations et des templates fournis par Google Cloud, nous avons lancé donc un projet en interne pour créer des dashboards complexes, que je vous montre là, assez transparent, qui nous permettent de suivre des métriques. Ce dashboard nous permet de visualiser les coûts par service, par projet, mois par mois. Et moi, particulièrement en tant que directeur du département, comment est-ce que je confirme une roadmap? Comment est-ce que je planifie une technical roadmap? C'est parce que j'ai des éléments pour pouvoir prendre des décisions. En gros, il y a un jargon qui dit en IT, on ne peut améliorer que ce qu'on mesure. Et ça, c'est vrai, moi, je crois à ça. Donc, grâce à ce dashboard, il y a une visibilité claire sur les dépenses, ce qui permet de mieux gérer et optimiser les coûts. Et à ne pas négliger, hein, je mets revue mensuelle. Je parlais tantôt, allez jusqu'au niveau que vous voulez, que ce soit hebdomadaire, si vous pouvez, ou journalier. L'expérience a montré que ça ne marche pas. C'est vraiment mensuel parce qu'on a une. C'est comme à la fin du mois, si on parle un peu sur le salaire, j'ai mon salaire, qu'est-ce que j'ai fait, comment est-ce que j'ai fait. Donc, ça a du sens et ne pas tomber dans l'overdose des revues. Je vous partage ici une autre vision des dashboards. Hein. Encore une fois, de plus, c'est tiré des dashboards customisés où vous pouvez voir hein, monthly service trend, donc la vision par mois sur les services, sur les projets. Mais vous voyez en bas une distribution par location. OK. On déploie en Amérique du Nord. Vous voyez, c'est plus le Canada et les États-Unis. Mais il y a une raison aussi à ça. C'est de dire, par exemple, nous, on doit absolument être un peu plus proche de nos clients, ce qui fait qu'on ne peut pas se permettre d'avoir des ressources déployées n'importe où, mais aussi parce que ces régions-là, on le verra un peu plus tard, nous fournissent des discounts, on va dire, plus pertinents. Donc, dans la vision d'optimisation, il est important et crucial de rester à ce niveau et dire, OK, quelle est la distribution par location, par région. Donc, je parle un peu des études de cas, hein, je parle des exemples concrets, mais ici, je vais prendre du temps pour être un peu plus précis, peut-être sur des métriques qui vous permettront un peu d'avoir une compréhension, on va dire, tout ce que j'ai dit tout à l'heure, si vous êtes un peu plus data-centric, données-centrique, métriques, KPIs, à quoi ça correspond. Je prends une revue sur l'année dernière. OK, on parle d'année fiscale, fiscal year 23-24. J'ai parlé du commit avec Google Cloud. Moi, j'ai décidé de faire un commit de 3 ans. Pourquoi? Parce qu'on ne change pas de cloud provider comme ça si on n'a pas une politique forcément multi-cloud. Sur 3 ans, 7% de discount, facture des millions de dollars, 50, plus de 50 000 dollars d'économie, c'est pas rien. Donc, oui, on peut le faire parce que derrière, ça nous permet déjà d'entrer du jeu lorsqu'on signe un papier, on signe un contrat. On a déjà une économie sur la table. On n'a pas besoin de faire d'autres actions. On n'a pas besoin d'embaucher une personne. Donc, voilà un exemple concret efficace. Les données, je parle de purger des données, on parle d'avoir des politiques d'archivage. Sur les 12 derniers mois, on s'est rendu compte que, mais en fait, on a éventuellement ici des données sur lesquelles on a déjà un traitement, on a déjà des meaningful insights, des données, des valeurs métiers. On a potentiellement déjà un data processing qui travaille sur les dérivés de ces données. Donc, on a des données brutes, en fait, qui nous prennent 20% chaque fois, chaque mois, mais en fait, on n'en fait plus rien parce que la donnée bouge tellement vite. C'est sûr, oui, il faut les garder pour potentiellement travailler après dessus, mais il faut se demander, est-ce que c'est pertinent? Toutes les données ne sont pas toujours intéressantes de garder. Donc, ça peut être du trash ou de la poubelle. 6 mois de données supprimées, 20% de réduction, ça se prend, ça s'achète. OK? Et ça a été notamment sur le Data Warehouse sur l'année dernière. Un peu plus technique, je vais parler un peu plus technique et peut-être là, les data engineers, les data scientists et les ML engineers seront un peu plus, on va dire, contents du discours. Les migrations des workloads, OK? Event processing, OK? On peut les déployer de plusieurs manières. On peut utiliser Spark par-ci, on peut le déployer Dataproc, on peut se permettre de prendre EC2 si on est sur AWS, le Compute Engine sur Google Cloud. Nous, on a un autre data processing parce qu'on sortait d'un lift and shift, c'est-à-dire d'une approche on-prem to le cloud, en utilisant du Kafka. On a des workloads Kafka. Leur déploiement sur Compute Engine permet, on va dire, une migration facile.
mais aussi induit une surconsommation, induit pour nous une maintenance qui est un peu plus, je dirais, touchy. On a décidé d'évaluer une migration avec, dans Google Kubernetes Engine, GKE. Mais ce n'est pas juste fermer les yeux et dire OK parce qu'on peut le faire, mais parce que aussi derrière, les techniques d'optimisation de coûts, de contrôle de coûts qu'on voyait sur GKE nous permettaient en fait d'être plus efficients, cost efficient. Voilà. Et là, fin de compte, lorsqu'on fait la migration, techniquement, on a d'autres avantages qui pourraient nécessiter notre session pour les couvrir. On a 15% de réduction cash sur les workloads qui tournaient dans du CI, du Compute Engine, qui tourne maintenant du Kubernetes. On l'achète, on le prend, on le fait et on est content. Je parlais de faire de la subscription à long terme, OK, au premier master commit. La subscription des commit use discount, c'est quelque chose qui se fait ensuite lorsqu'on travaille au quotidien. On regarde par exemple nos ressources, parlons de la base de données, du Bigtable, du Cloud SQL, du BigQuery. Quand on fait ça, on regarde notre consommation de la base de données. Je vous mets au challenge de me dire, ben, votre base de données, vous allez l'arrêter. Pourquoi, quand, comment? Pour répondre à cette question, je pense que ça met du temps. Et là, on se dit, ben, on a une base de données qui tourne 24 heures sur 24 en production, qui a un certain paramétrage. Et on se dit, ben, pourquoi ne pas la laisser tourner et faire, du moins, elle va forcément tourner, mais pourquoi on ne pourrait pas se dire, on fait un commit avec Google en disant, si on a fait un deal de 3 ans, cette base de données, on est sûr que sur la prochaine année, elle ne va pas bouger dans notre roadmap technique. Donc, c'est un peu ça. On fait les commits en disant, cette configuration, cette base de données, ce Cloud SQL, ce Bigtable, won't change. Et par exemple, pour nous, ça a été 25% de discount sur notre Cloud SQL. Derrière, c'est un Postgres, pour ceux qui connaissent un peu techniquement. Le Bigtable, 20%. Je vous ai parlé tantôt de le contrôle régional. OK? Je vais vous montrer notre slide un peu plus en détail tout à l'heure. Et le fait de dire que nos customers, nos clients qui sont dans la région du Canada, on va gérer avec le CDN comment les atteindre et tout, mais on s'assure que toutes les ressources qu'on déploie sont à Montréal. Montréal étant l'une des régions les plus, on va dire, moins chères en termes de ressources. 90% de tous l'optimisation, le déploiement network est sauvé parce qu'on décide d'être un peu centrique et déployer que sur Montréal. OK? Donc, voilà un peu quand je parle du déploiement. Hein, vous le voyez là sur cet écran. Vous allez voir USCA. C'est là que chaque mois, on regarde où sont les ressources. Quelques ressources en Europe et en Amérique latine, mais si je ne me trompe pas, si on va dessus, vous allez voir, c'est $0 par mois parce que c'est juste du trafic, en fait, OK, sortant. Il n'y a pas techniquement des ressources qui servent nos clients à ce niveau-là. Donc, un exemple concret qui nous permet, en tout cas moi, à mon niveau déjà, et chaque équipe de venir et dire, mais si on voit du bleu foncé ailleurs, il y a peut-être eu un problème, ou on se pose la question, est-ce que c'est vraiment ce qu'on veut? Donc, on tend vers la fin de la présentation, mais je vais peut-être me permettre de revenir un peu ici, juste pour valider quelque chose avec vous et vous donner une information que je trouve aujourd'hui pertinente pour la suite. On parle d'optimisation du coût, on parle de tirer profit des cloud providers, mais il y a une dimension qu'on semble peut-être oublier et à laquelle on est finalement tous impactés. C'est notre empreinte carbone. Et c'est quelque chose que particulièrement, je vais dire, sur les 5 dernières années, je me suis rendu compte que l'optimisation de coûts, le contrôle de coûts a un impact très corrélé finalement à la réduction de l'empreinte carbone. Bon, il y a plein de gens qui en parleront, écolo, j'en suis pas un. Et si on revient dans notre contexte africain, de se dire, OK, on veut avoir une utilisation smart, on veut avoir une utilisation efficace pour notre environnement, parce que notre environnement, on y tient. OK, on va embrasser le cloud, on va optimiser ce qu'on peut optimiser, on va poursuivre vers l'innovation, mais je pense qu'on est tous un peu sensibles à protéger notre environnement sans forcément suivre tout ce qui est politique et tout ce qui est, on va dire, de la propagande. Donc moi, si j'ai quelque chose à partager ici très, très humblement et très, très véridique, certes, c'est un déploiement en Amérique du Nord, comme vous le voyez, mais l'optimisation des coûts est étroitement liée à des objectifs de réduction de l'empreinte carbone. Les compute engines qui tournent,
lorsqu'elles produisent plus, on va dire, de processing, elles produisent aussi plus de CO2 et j'en passe. OK, en choisissant donc des régions avec une faible intensité carbone, on s'inscrit dans un contrôle de coûts, une optimisation de coûts, mais aussi une efficacité économique et responsabilité environnementale. Donc, c'est aussi pour ça que ce dashboard est finalement très pertinent parce qu'il nous permet d'atteindre ces objectifs, mais aussi de dire où est-ce qu'on déploie nos workloads, quelles sont les régions les plus écolos et de prendre des décisions, je dirais, un peu plus responsables. OK? Donc, en conclusion, et je serais ravi de prendre vos questions, mais avant de clôturer cette session, une approche FinOps, je la mettrai en premier, parce que voilà, on entre dans une approche de collaboration et de sensibilisation. Une compréhension de son business. On va parler d'optimisation et de contrôle de coûts, mais je nous mets au défi de dire on contrôle que ce qu'on comprend. On contrôle et on optimise que ce qu'on comprend. Bon, et tous les cas ne sont pas forcément toujours transposables. Hein. Si je suis dans l'assurance, si je suis dans l'armée, comme je disais, le médical, il faut être un peu plus sensible à ce qu'on fait. Une optimisation continue. Ce que je vous ai partagé, ça ne veut pas dire, OK, je ferme boutique et je dis à mes équipes, good, on a sauvé, disons, 20% ici, 90% là-bas, on n'a plus rien à faire. Non, parce que l'optimisation continue permet en fait de se dire, on a une feedback loop efficace pour pouvoir avancer. Et transparence et visibilité. C'est un peu ça aussi, hein, la journée du cloud et ce que je fais là actuellement, c'est de vous apporter une certaine transparence parce que ce qu'on fait dans une entreprise, on tire que expérience de ça et vous avez une visibilité sur comment est-ce que je gère un peu avec les équipes et ça permet à tout le monde en fait d'être gagnant. Donc je m'arrêterai là et je vous dis vraiment merci et à vous pour les questions, answer, et n'hésitez pas à me suivre sur LinkedIn. Merci beaucoup Boris pour cette très belle présentation. Je pense que ça a été très clair. Déjà, vu qu'on sait que le FinOps c'est quelque chose qui est très important de nos jours dans les entreprises. Système d'information, nos taxes d'entreprise à charge. Donc, c'est quelque chose de vraiment à prendre au sérieux. Magnifique. Donc, on a juste une question. Donc, je partage. C'est quelles sont les techniques pour automatiser l'arrêt des instances non utilisées ou la redimensionner ou la redistribution des ressources en fonction de la demande? Okay. Quelles sont les techniques pour arrêter les instances non utilisées et redimensionner en fonction de la demande? Très bonne question. Je vais la répondre avec trois éléments. La première, c'est déjà une automatisation. OK? Oublions un peu peut-être déjà le redimensionnement et comment on fait. C'est de dire, il ne faudrait pas que lorsqu'il y a une décision à prendre, quelqu'un se relève à 3 heures du matin ou à 4 heures du matin pour faire l'action. Ça, no go. Non, ça ne marche pas comme ça. On est tous d'accord qu'on va entrer dans une approche d'automatisation. Il faut que ce soit concret. Hein. Donc, on va parler d'infrastructure as code, on va parler d'Ansible si ça s'applique, on va parler de Terraform si ça s'applique, de CloudFormation si vous étudiez AWS ou de Deployment Management, en fonction de ce que vous utilisez. Ça va être la première de mes réponses. Première technique, c'est de dire, est-ce qu'on a une automatisation efficace en place? Première layer. Deuxième layer, technique d'arrêt. OK, la ressource n'est pas utilisée. Il te faudra des métriques, il te faudra des dashboards, il te faudra des alertes. On a parlé tout à l'heure de quota, budget et alerte. Il faut une alerte. Il faut une alerte qui me dise, OK, tout est automatisé, mais là, si j'ai une ressource qui ne tourne pas pendant 6 mois, il ne faut pas que j'aille regarder sur le dashboard. Il faut qu'il y ait une alerte qui vienne et me dise. Et cette alerte, on redescend au layer 1 qui est l'automatisation qui dit, ben, si j'ai cette alerte, en fonction de la décision qui a été codée dans l'automatisation, est-ce que je l'arrête ou je ne l'arrête pas. Donc, ça ne va pas être magique. C'est quelque chose, c'est une décision, comme je dis, quand je dis coder, vraiment, voilà, c'est-à-dire qu'on doit se mettre autour de la table. Il y a la connaissance du business, comme j'ai mis en point 2. Notre business, est-ce qu'on peut le faire? Est-ce qu'on se permet de dire on réduit? Le troisième élément de la question, si je ne me trompe pas, c'était le redimensionnement. OK, j'automatise, je peux l'arrêter, mais si je comprends bien la question, c'est de dire, prenons un exemple, hein, on déploie, on s'attend à avoir 1000 utilisateurs, on a fait un calibrage pour 1000 utilisateurs, mais pour X raisons, on se retrouve avec 100 utilisateurs. Moi, mon go-to answer here va être de dire, je choisis la ressource qui me permet de, premièrement, avoir une approche auto-scaling. Encore une fois de plus, je ne vais pas faire confiance juste à un tech, un IT, un data engineer, un DevOps qui va me dire, let me do it, I know how to do it. No, not really today. Je ne vais pas vraiment le faire ça. Je vais lui dire, OK, je sais que tu comprends, mais est-ce que la ressource
ou le produit qu'on utilise nous permet de faire de l'autoscaling. Kubernetes, je pense que c'est pour ça que tout le monde va dessus, que ce soit du Dataprog pour tout ce qui va être du Spark managé. Donc, j'utilise un produit managé par Google Cloud, mais qui peut faire de l'autoscaling en disant, je me rends compte que j'ai été calibré, dimensionné pour un trafic. Le trafic est en dessous de cela, je le fais tout seul. OK, donc résumé de la réponse, automatisation, quota et alerte pour pouvoir avoir des triggers et une sélection particulière des ressources qui ont déjà built-in, intégré dans leur manière de travailler de l'autoscaling. Je ne sais pas si ça répond à la question. Merci beaucoup. Donc, on prend juste une dernière question. On a déjà atteint. Oui, je vois. 30 on secondes. a déjà terminé. Ouais, oui. Donc, juste rapidement. Comment les entreprises peuvent-elles anticiper et planifier les coûts à mesure qu'elles évoluent et se développent? Comment les entreprises peuvent planifier et anticiper les coûts? Vas-y, la dernière partie, je n'ai pas suivi, excuse-moi. Et planifier les coûts à mesure qu'elles évoluent et se développent. Comment les entreprises peuvent anticiper, planifier les coûts à mesure et en fonction qu'elles se développent? Je dirais, il faudrait premièrement avoir une vision claire. En termes de roadmap, il n'y a pas de magie dessus. Si je prends l'expérience concrète de comment est-ce qu'on a travaillé sur les 5 dernières années, une vision claire d'où est-ce qu'on veut aller. La roadmap technique est très importante au niveau technique. Et la roadmap, je vais dire business, c'est aussi très important. Ça va de pair en pair, OK? Donc, moi, je suis une entreprise, je dis finalement, c'est quoi le marché? OK, on a une vision business qui arrive et c'est quoi notre target technique? Ensuite, des investissements techniques qu'on fait, il n'y a pas de magie, il faut avoir un tracking et un history book. Tout ce que je vous dis, je vous ai montré fiscal 23-24, il y a fiscal 22-23, il y a fiscal 21-22. Donc, une vision claire parce qu'on prend des décisions en fonction du passé pour améliorer le futur. Je dirais tout simplement, c'est ce que les entreprises doivent faire, et particulièrement en Afrique et partout dans le monde. En fonction qu'on se développe, ne pas se dire, OK, c'est D0. Non, D0 n'existe pas. Il faut toujours prendre le parti de l'expérience passée et collaborer avec d'autres entreprises. Et voilà. Qu'est-ce que les autres font? Comment est-ce qu'ils évoluent? Et moi, je dirais que c'est ça ma question et ma stratégie. Merci beaucoup, Boris. Je pense que là, on a terminé, on a fait le tour. Et merci d'avoir répondu présent à cet événement. Merci beaucoup, mille merci. Et merci aussi à tous les participants. Donc, on se dit à très bientôt. Et juste pour rappel, toutes ces sessions seront disponibles en replay sur notre page YouTube, le Cloud Facile. Donc, n'hésitez pas aussi à se connecter directement avec Wilfried via LinkedIn si vous avez d'autres questions. Merci à tous et à très bientôt. Merci à tout le monde. Au revoir.